Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes ravis que vous écoutiez pour ce début d'après-midi Touche pas à ma planète, l'émission qui parle d'écologie. Elle vous est présentée par Noah et Mélinda, mais aussi Lisa et Chloé, nos chroniqueuses qui vont nous éclairer sur l'histoire du réchauffement climatique. et nos 4 journalistes Émilie, Sarah, Alice et Ousni qui est allé sur le terrain. Grâce au travail de la classe de seconde 5, on espère que vous en saurez plus sur le changement climatique, mais nous ne sommes pas seuls puisque nous avons une invitée de marque. Elle est docteure en sciences de l'atmosphère et du climat. Elle a travaillé avec le CNRS autour de l'évolution des forêts dans le monde. Elle a créé une BD qui s'appelle Horizon climatique, rencontre avec 9 scientifiques du GIEC qu'on a beaucoup aimé. C'est Iris Amata-Dion. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui, surtout que vous venez de loin. Bonjour, merci. Merci à vous de votre présence ici, ça nous fait très plaisir. Pour commencer, donc nous allons écouter le micro-trottoir de Ousnik. On va pouvoir voir du coup les membres du lycée afin de savoir à quel point ils se sentent concernés par le changement climatique. Est-ce que le réchauffement climatique impacte votre quotidien ? Non, je suis pas plus que ça impacté. Pas directement, mais quand même. On se rend compte que les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Voilà. Je veux dire, on a des températures, de plus en plus chaudes l'hiver, donc ça inquiète. Faites-vous des efforts afin d'améliorer la situation ? Pour les efforts, à part le tri sélectif, sinon, pas plus que ça. Alors, à mon niveau, j'essaye, de moins consommer d'électricité, de moins utiliser ma voiture, J'essaye quand même de faire quelques petits efforts, quand même. Nous savons que vous êtes docteur en sciences du climat, mais pouvez-vous nous expliquer plus précisément votre métier ? Est-ce que vos travaux concernent tous uniquement le changement climatique ? Merci pour cette question. Du coup, le métier de chercheur en sciences du climat, c'est assez vaste. L'idée, c'est de se concentrer sur une thématique de recherche. Et moi, particulièrement, ça a été sur la compréhension de processus atmosphériques entre 2 couches de l'atmosphère et comprendre à l'échelle climatique, donc sur des données de plus de 30 ans, comment ces processus évoluent. Et le métier de chercheur, c'est vraiment de traiter des données et répondre à une question comme une petite pièce d'un puzzle géant à laquelle on ajoute sa part d'informations. Du coup, c'est en lien avec les dérèglements climatiques, en effet. J'ai travaillé également sur des processus d'échange de masse d'air dans les forêts à l'échelle globale. Et voilà. Est-ce que vous avez toujours eu envie de faire ce métier ? Je ne pense pas avoir visé ce métier depuis le début, quand j'étais au lycée, mais j'étais intéressée par tout ce qui était scientifique et je me suis à la fin après le bac je me suis concentrée sur l'étude de la Terre à l'échelle globale, donc la géologie, ça comprend aussi de l'hydrologie, de sciences de l'atmosphère, de la sismologie, de la minéralogie et au fur et à mesure des années je me suis concentrée vraiment sur la science de l'atmosphère et du climat. On parle avec vous du réchauffement climatique, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre changement climatique et météo, s'il vous plaît ? Donc la différence entre météorologie et climatologie, c'est que la météo, c'est le temps qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait tel temps, c'est la météo, il fait beau, il fait pas beau. La climatologie, c'est une moyenne d'un temps. En général, on prend une trentaine d'années comme référence, mais on fait des moyennes sur le long temps et on voit l'évolution du climat par rapport à un climat passé. Dans la BD, on fait une métaphore un peu entre le tempérament d'une personne et son caractère, dans le sens où on peut être très en colère sur le moment et en fait être une personne plutôt douce en général. C'est vraiment une histoire de moyenne, une histoire de durée, quoi. Comment sait-on scientifiquement que le climat est en train de changer ? Alors, on a étudié le climat notamment en prenant des données, des mesures, différents types de mesures dans les carottes de glace en Antarctique, notamment. Ça a vraiment donné des informations dans des échelles de temps lointaines. Et pour le savoir, on a étudié notamment dans ce cas précis la composition des bulles d'air qui ont été stockées et conservées dans ces morceaux de glace qui datent de plusieurs millions d'années. Alors c'est un peu technique où on mesure des isotopes, etc. dans la composition de ces bulles d'air. Mais il y a plein d'autres méthodes aussi de mesurer le climat passé en regardant les roches ou les indices géologiques, etc. Et depuis qu'on peut utiliser des appareils de mesure en lançant des ballons sondes ou quels que soient les appareils de mesure, on a aussi une évolution de plus en plus précise de l'évolution de la température, mais pas uniquement. On mesure l'humidité, on mesure plein d'autres paramètres qui sont représentatifs d'un dérèglement climatique et environnemental. Peut-on encore entendre que le climat a toujours changé et que répond la science à ça ?
le climat a toujours changé. C'est un fait. On parle notamment des cycles glaciaires, interglaciaires. On parle des cycles climatiques avec ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, où il y a des influences astronomiques en fait en fonction de la position de la planète, etc. Mais la problématique actuelle quand on parle de dérèglement climatique, c'est qu'il y a eu une augmentation de la température de 1,2 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Et donc ça, c'est sur une échelle très courte. Et c'est une évolution plutôt rapide par rapport à tout le reste de l'évolution du climat à l'échelle passée. Et c'est ça qui est préoccupant. Et la deuxième chose préoccupante, c'est que le GIEC, dont on parlera sûrement plus tout à l'heure, mais en tout cas, la science a démontré que cette augmentation de température, elle est à 100% due aux activités humaines. Elle n'est pas due à une variabilité naturelle du climat. Une des conclusions majeures du GIEC, c'est de dire que 100% du réchauffement climatique observé durant la dernière décennie est dû aux activités humaines. Pas à 70%, pas à 10%. Et ça, c'est une des problématiques majeures actuelles. Merci beaucoup Iris. Justement, Chloé et Lisa ont préparé un papier sur le réchauffement climatique afin d'y voir plus clair. Vous avez vu, depuis le début du mois, on revit. Il fait un peu plus chaud, on peut laisser le manteau à la maison, c'est agréable, mais la Terre s'échauffe. Et oui, depuis des siècles même. En effet, le réchauffement climatique débuta en 1830, bien avant sa découverte scientifique. Précédant de plusieurs décennies la première découverte de l'effet de serre par Joseph Fournier en 1824 et des calculs du scientifique suédois Arrhenius Svante sur le doublement du CO2 atmosphérique qui ferait grimper la température terrestre de près de 5 degrés en 1896. En 1988, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est créé, le GIEC. Mais à quoi sert-il ? Le GIEC évalue l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes et ses impacts. Il identifie les possibilités de limiter l'ampleur du réchauffement, la gravité de ses impacts et de s'adapter au réchauffement attendu. Il est composé d'experts scientifiques, climatologues, économistes et autres, mandatés par le gouvernement des 195 pays membres. Mais du coup, de quoi provient le réchauffement climatique ? Eh bien, le réchauffement climatique remonte au début de la révolution industrielle, qui marque le début d'une transformation climatique qui s'accélère encore aujourd'hui. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, les usines britanniques fonctionnaient presque exclusivement aux énergies fossiles, d'abord au charbon, puis au pétrole et au gaz. Rien qu'en Angleterre, vers 1850, près de 30 millions de tonnes de charbon ont été extraites en une seule année, un chiffre multiplié par 7 à peine un demi-siècle plus tard. Les régions industrielles comme Manchester en Angleterre ou la vallée de la Ruhr en Allemagne ont très vite vu leur atmosphère saturée de dioxyde de soufre, ce qui a provoqué des pluies acides sévères dès les années 1870. Ceci est un exemple traduisant déjà les premiers impacts visibles sur les systèmes naturels. Malgré tout, dès la fin du XIXe siècle, quelques chercheurs s'intéressent aux indicateurs démontrant un climat en modification rapide. Pourtant, pendant des décennies, personne n'a vraiment pris ces conclusions au sérieux. Elles sont restées quasiment ignorées jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais pourquoi les États ont-ils fermé les yeux ? Nous savons sur ce sujet que les usines ont énormément développé l'industrie et donc l'économie des pays. Par conséquent, les États n'ont rien fait pour la conserver et ainsi ne pas tomber en crise économique. Maintenant, le monde a conscience des impacts négatifs du réchauffement climatique et met en place certaines mesures pour y remédier. Notamment avec la COP21 à Paris en 2015, qui s'est terminée sur l'accord de Paris adopté par 196 pays avec pour objectif principal limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Ou la COP26 à Glasgow, en Écosse, en 2021, qui abordait le sujet de la déforestation. En France, par exemple, le gouvernement développe des lois encourageant la décarbonisation des sites industriels, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, les pompes à chaleur et les technologies propres. Il essaye aussi de réduire l'impact carbone des transports en réduisant peu à peu la vente de véhicules thermiques, ainsi que par plein d'autres actions sur la rénovation énergétique, l'agriculture et les finances internationales. Le gouvernement développe différentes adaptations qui vont permettre de vivre plus facilement le réchauffement climatique. Mais ces mesures sont-elles efficaces ? Certaines mesures françaises ont donné des résultats concrets. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre ont bien diminué depuis 1990 et les objectifs intermédiaires ont été atteints. Malgré tout, l'efficacité globale est jugée insuffisante pour les objectifs climatiques actuels. En effet, la diminution des émissions s'est beaucoup ralentie ces dernières années et des évaluations indépendantes indiquent que la France est hors trajectoire pour la neutralité carbone en 2050, sans renforcer encore les actions. Malgré tout, l'État pourrait encore renforcer ses actions en accélérant le développement des énergies renouvelables, en investissant davantage dans les transports publics, en renforçant les aides à la rénovation énergétique ou en mettant en place des règles plus strictes pour les industries polluantes. Et nous, que pouvons-nous faire à notre niveau ? Nous pouvons déjà faire de petites actions ayant un impact important si tout le monde s'y met. Pour réduire l'effet de serre, des gaz notamment le méthane ou le CO2 retenant la chaleur du soleil autour de la Terre, comme réduire l'usage de la voiture et de la consommation industrielle,
manger moins de viande pour réduire l'élevage intensif de bétail, qui est le premier émetteur de méthane, économiser l'énergie, consommer moins et mieux en réparant ou en recyclant. Mais tous ces petits gestes ne suffisent pas, car c'est toute une société que nous devons de réinventer. Maintenant, c'est à chacun de faire son opinion et d'agir en conséquence. Pour commencer, pourquoi les travaux du GIEC sont-ils considérés comme une référence scientifique mondiale ? Merci pour ce récapitulatif et cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a plus de 40 000 publications scientifiques qui sont publiées par année en lien avec le changement climatique. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que 40 000 publications scientifiques, autant dire que ni vous, ni moi, ni aucun décideur politique est capable de les lire, de les comprendre et d'agir en conséquence, sachant que c'est un certain jargon en plus. Et du coup, c'est pour ça que le GIEC, ce groupe de chercheurs qui est composé de plus de 800 scientifiques du monde entier, a été créé. C'est pour se partager la lecture de ces 40 000 publications scientifiques et en créer une synthèse. Ils font des rapports qui font plus de 4000 pages, des rapports encore une fois avec un certain jargon, mais ensuite de ces rapports de synthèse, ils en font des synthèses encore plus courtes, qu'on appelle les synthèses pour décideurs, donc qui sont traduites dans toutes les langues pour que justement les décideurs politiques s'emparent de ces connaissances et agissent en conséquence. Le principe de la recherche, c'est qu'on fait une recherche, de notre côté, on traite des données avec une équipe de recherche, etc. On publie un résultat, ce résultat, il est analysé par plein d'autres reviewers, ça s'appelle, il y a des relecteurs qui vont lire et dire s'ils sont d'accord ou pas. En général, c'est des personnes qui se connaissent dans cette thématique de recherche et qui valident ou pas le papier qui est publié. On parle d'un papier scientifique qui est publié, c'est une étude. Là, je vous parlais de 40 000 études comme ça, qui sont en fait résumées dans ces synthèses et qui sont relus et analysés par des centaines et des centaines, voire des milliers de scientifiques. Donc là, on parle à la fois d'un état des lieux des connaissances scientifiques qui est mis à jour régulièrement, et on parle également d'un consensus scientifique basé sur des milliers de scientifiques du monde entier, qui est différent que d'une seule personne qui va faire son étude dans son coin et qui est pas relue par personne. Là, on parle vraiment d'un consensus. Donc en fait, ça permet, à la fois ça suit la méthode scientifique, à la fois c'est un consensus international, et donc ça permet de créer une base fiable, solide, des connaissances scientifiques en lien avec le dérèglement climatique. Le réchauffement climatique a-t-il des impacts dont on parle moins, mais qui vous inquiètent beaucoup ? Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que finalement, simplement, on n'en parle pas beaucoup, pas assez. On n'a pas assez conscience, en fait, de la gravité de la situation actuelle et ce qui est en train d'arriver. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cet ouvrage de BD, c'est pour que le grand public et les citoyens et citoyennes puissent s'emparer de ces connaissances pour les comprendre et pouvoir agir collectivement. Est-ce qu'il y a une chose en particulier? Ce matin, il y avait ce résultat sur dont je parlais avec les élèves. C'est un article qui a été publié dans Nature, un plutôt gros journal scientifique, en 2017, et qui parle du nombre de jours de canicule mortelle qu'on a par année. Ils ont défini ce que c'était une canicule mortelle comme des jours où en fait le corps humain peut pas supporter les températures et l'humidité présentes. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de jours de canicule mortelle dans certaines régions du monde. Et quand on regarde les projections futures, même les projections les plus optimistes, si on change drastiquement plein de choses dans notre société et dans nos modes de vie, ça fait quand même presque 250 jours par an dans une grosse, large bande tropicale où c'est des canicules mortelles. Donc je sais pas si vous vous imaginez ici, même 3 jours de canicule mortelle, c'est invivable, mais 250, c'est des résultats, moi, qui me bouleversent et qui me font peur, et dont on se rend pas forcément compte, parce qu'aujourd'hui, on oublie un peu l'hiver déjà, qu'on a l'été des canicules difficiles, et puis nous, dans nos quotidiens, on travaille pas forcément la terre ou l'agriculture, on se rend pas forcément compte de certaines choses, mais aujourd'hui, il y a des pays du monde où c'est très très dur déjà, et ça ne fait que s'empirer. Et les résultats du GIEC, c'est aussi de dire que les extrêmes de température, donc les canicules, mais aussi les extrêmes de précipitation, les inondations, on observe qu'elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, donc il y a de plus en plus de canicules et elles sont de plus en plus fortes, et à la fois dans les projections futures, même dans les scénarios les plus optimistes, on voit que ça ne fait que augmenter ces extrêmes de température. Donc il va se falloir à la fois s'adapter et surtout atténuer ces dommages, changer nos pratiques et la façon la plus rapide possible. Et le GIEC, un des résultats aussi qu'il met en avant, c'est de montrer que la marge de manœuvre pour aller vers les trajectoires les moins pires, c'est maintenant, c'est 2020, 2030, 2050 grand max. Et pourtant, on n'avance clairement pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, à la vitesse à laquelle il faudrait. Et il y a énormément de choses à mettre en place dans ce sens.
Que répondez-vous aux personnes qui pensent que les technologies sont les réponses au changement climatique? Mais ça, je pense que c'est une fausse croyance dangereuse, dans la mesure où si on s'arrête à cette phrase, on pourrait dire on ne change pas nos modes de vie et on espère que des technologies vont nous sauver. Je pense que ça veut dire qu'on parle juste d'adaptation et pas d'atténuation. Et les rapports du GIEC et les rapports scientifiques montrent que l'atténuation est indispensable. L'atténuation, donc, c'est aussi le changement de nos modes de vie, atténuer, émettre moins de gaz à effet de serre, etc. Et aussi, c'est rappeler que finalement la mise en place de ces nouvelles technologies, elles consomment de l'énergie et nous aujourd'hui on a une sorte de consommation d'énergie de plus en plus importante, alors même qu'on sait qu'il faudrait réduire notre consommation, et même pour créer une éolienne on va devoir utiliser du pétrole pour la construction, etc. Et c'est une addition du bilan énergétique total. Du coup à cette phrase là, moi je dis qu'il faut pas s'arrêter sur cette phrase et surtout pas l'utiliser comme un argument hypothétique que ça va nous sauver. Et ça c'est ce que je dis, mais c'est ce qui est aussi montré dans les rapports du GIEC et qu'il faut pas s'arrêter sur cette phrase. Est-ce que ces impacts liés au changement climatique ont déjà un impact sur notre santé ? Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'un des résultats principaux du deuxième groupe de travail du GIEC, donc il y a 3 grands groupes de travail et le deuxième porte plus sur les risques et les moyens d'adaptation. Et un des résultats principaux, c'est de dire qu'il y a 3,3 à 3,6 milliards de personnes aujourd'hui qui sont déjà très vulnérables au changement climatique. Et ça parle juste des personnes, c'est sans parler du reste du vivant, qui est aussi extrêmement menacé par les dérèglements climatiques. Nous, peut-être, on s'en rend pas forcément compte là, à Chaumont aujourd'hui, mais il y a des milliards de personnes qui sont déjà impactées par ça, des réfugiés climatiques, et des personnes qui subissent et qui meurent. Quelles sont, selon la science, les actions les plus efficaces pour limiter le réchauffement climatique ? En fait, je pense qu'il y a une chose, je pourrais pas faire la liste exhaustive des actions là, mais il y a une chose que j'aimerais peut-être en profiter pour pointer du doigt, c'est qu'il y a une chose peut-être qui me paraît importante de mettre en lumière, c'est la question des inégalités. Socio-économiques notamment, parce que en gros, vraiment avec des mots un peu grossiers, c'est les populations les plus riches et les pays les plus riches qui impactent et qui ont impacté le plus, qui ont une influence la plus grande sur ces dérèglements climatiques. C'est les populations et les pays les plus pauvres qui sont les plus vulnérables. Et en fait, il y a ce chiffre que je trouve très important à retenir, c'est que finalement 10% de la population la plus riche est responsable d'environ 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et je trouve ça très important de savoir où nous on se place là-dedans et notre propre impact, et surtout de ne pas culpabiliser l'ensemble de l'humanité de façon égale sur son impact, et pour pouvoir lutter aussi, diriger la lutte vers quelque chose, que ce soit les 1% les plus riches qui émettent je sais plus exactement combien d'émissions de gaz à effet de serre. C'est une grande injustice, et que ce soit même pas eux qui en sont vulnérables, c'est une grande injustice, et c'est une des solutions, il me semble, très importante de lutter contre ces inégalités là et cette injustice là. Et parmi les injustices, il y a aussi une inégalité des pouvoirs d'influence. Quand on prend des décisions sur le climat, il y a les pays d'hémisphère nord ont parfois plus de pouvoir d'influence que d'autres pays, plus de richesse, et donc ils prennent plus de décisions. Et il y a aussi une inégalité quand on décide de mettre des taxes carbone par exemple, ou des lois. Il y a une inégalité aussi, par exemple dans les ménages, les plus pauvres subissent plus ces lois que d'autres ménages. C'est plus difficile même quand on n'a pas d'argent d'isoler sa maison, etc. Et je trouve que cette question des inégalités, c'est vraiment une des pistes très importantes qu'on a tendance à oublier pour lutter contre les dérèglements climatiques. Que peuvent faire les États que les citoyens ne peuvent pas faire seuls pour lutter contre le réchauffement climatique ? Ce que peuvent faire les États, c'est déjà s'ils pouvaient lire les rapports du GIEC, c'est prendre en compte ces inégalités, prendre en compte les résultats alarmants des rapports du GIEC et les différentes trajectoires qui sont proposées, et essayer de viser les trajectoires les moins pires, et en fait essayer de reconstruire, admettre que le système actuel est défaillant, et essayer de mettre en place en priorité des actions qui peuvent faire changer les choses, et être courageux, prendre des décisions courageuses face aux différents lobbies, aux lobbies pétroliers ou d'autres lobbies, pour avoir des actions qui ont un impact concret. Quels sont les secteurs les plus responsables aujourd'hui ? L'agriculture, l'industrie de l'automobile, l'alimentation ? Je disais que j'ai pas les chiffres en tête, à part que peut-être la consommation de viande émet 15% des émissions de gaz à effet de serre ou quelque chose comme ça. Non, j'ai pas les chiffres en tête, mais quoi qu'il en soit, ça reste des secteurs très importants, et que l'idée c'est pas de se dire sur lequel je vais changer mes pratiques, mais plutôt de se dire qu'il faut absolument changer ses pratiques dans tous les secteurs d'activité. Et ça, se poser la question collectivement de comment agir. Et en tant que citoyen, on a vraiment notre part des choses à faire, et surtout
surtout pour revenir à la question précédente, ne pas se dire c'est aux États, aux décideurs politiques de faire quelque chose, moi je fais rien. On a aussi un rôle très important pour faire changer les choses dans tous les secteurs d'activité. Donc nous on est lycéens et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? C'est une très bonne question, je te remercie de la poser. Je pense qu'une chose que j'aime bien faire, c'est me demander moi quelles sont les pratiques que je pourrais changer à l'échelle de ma journée, de ma semaine, de l'année. Et parmi ces pratiques, comment collectivement je pourrais trouver des moyens de mettre en place des actions pour les changer. Et je travaillais avec des lycéens récemment et on a fait la liste des actions qui pouvaient changer au sein de leur lycée. Et un groupe de lycéens de terminale avait créer un site d'échange de vêtements local au sein du lycée pour que ce soit pour sensibiliser à la fois sur le fait de l'impact de la création des vêtements qui sont créés parfois au Bangladesh dans des conditions terribles pour les populations et à la fois avec du coton plein de pesticides, etc. Et à la fois pour sensibiliser sur la seconde main et à la fois pour sensibiliser sur la seconde main locale pour pas que ce soit de la seconde main qui avait fait un trajet en avion depuis l'autre bout du monde. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien d'avoir mis ça en place au sein du lycée. Il y a des lycéens aussi qui ont écrit des lettres à des élus pour demander des choses dans leur ville et en lien avec leur lycée. Il y a des lycéens qui ont créé tout un réseau de covoiturage pour arrêter les transports individuels. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et en fait, il y a plein d'actions collectives qu'on peut mettre en place comme ça. S'interroger aussi sur l'impact, là je parlais des vêtements, mais même de notre téléphone portable et des applis qui sont dedans. Et du coup, ce que j'encourage, c'est d'avoir des réflexions collectives là-dessus, de mettre en place des temps collectifs pour en parler et voir concrètement des solutions, déjà se libérer du temps pour ça et ensuite se libérer de l'énergie aussi pour mettre en place des choses. Donc on sait que vous êtes scientifique et on sait aussi du coup que vous avez fait une BD et donc pourquoi avoir choisi donc la bande dessinée pour parler des gaz à effet de serre et donc du coup pourquoi ce format? J'ai choisi la bande dessinée parce que je trouve que c'est un outil plus accessible pour le grand public qu'un simple livre ou pire qu'un rapport du GIEC. J'ai choisi de parler du GIEC parce que c'est quelque chose que je côtoyais moi dans mes domaines de recherche depuis un moment. J'étais touchée et alarmée par ce que j'apprenais dans mes études en lien avec le changement climatique. Et à la fois, quand je sortais de ma bulle de chercheurs et de chercheuses, j'observais que finalement peu de personnes autour de moi connaissaient le GIEC ou alors avaient une vague idée de ce que c'était. Et le plus important, peu de personnes autour de moi connaissaient le contenu des rapports du GIEC. D'après moi, c'est un peu l'objectif d'avoir créé cette BD, c'est que le citoyen et les citoyennes puissent s'emparer des connaissances scientifiques, les comprendre et comme je disais, en parler entre nous et essayer de créer des solutions collectives pour pouvoir agir. À qui s'adresse cette BD? Aux enfants, aux adultes, aux non-scientifiques? Pour moi, je cherchais un outil qui s'adresse au plus grand nombre. Là, c'est une BD qui s'adresse aux adultes. On a fait des essais en dessous de 12 ans. C'est un peu difficile de lire cette BD. Mais globalement, ça s'adresse à la fois à ceux et celles qui aimeraient comprendre comment ça fonctionne, le climat, les processus physiques, chimiques, la montée des eaux, l'acidification des océans, etc. À la fois à ceux et celles qui sont déjà sensibilisés, mais qui aimeraient avoir des clés pour affûter leur discours, pour pouvoir en discuter autour de soi, pour utiliser des planches. Et on est pas mal contactés par des enseignants et des enseignantes justement qui utilisent des planches de la BD pour discuter, mais j'ai aussi des personnes qui m'ont dit j'ai utilisé telle planche pour argumenter avec ma grand-mère à Noël. L'idée c'était vraiment d'utiliser cette BD comme un outil. Et enfin c'est aussi pour ceux et celles qui comme vous toutes et toutes avez lu les 4000 pages des rapports du GIEC en anglais et qui souhaiteraient en fait connaître le témoignage émouvant de ces auteurs du GIEC parce que dans l'ouvrage on donne la parole à 9 scientifiques du GIEC, 9 parmi 800 et des milliers de relecteurs. Mais ceux-là nous partagent un peu comment ils font, eux, depuis plus de 30 ans pour travailler sur ces thématiques et réussir à revenir travailler le lendemain, à dormir la nuit alors que c'est plutôt anxiogène. Et donc dans cette BD, on parle aussi d'émotions, on parle du choc que ça peut produire, on parle des émotions de déni dans lesquelles on peut tous et toutes passer, des émotions de colère, des émotions d'anxiété aussi, mais on parle aussi des émotions positives, de se mettre dans l'action, les émotions qui nous donnent envie de faire bouger les choses. Et donc c'est aussi pour ceux et celles qui aimeraient aborder ces thématiques-là et se sentir peut-être compris et comprises. Les personnages principaux de votre BD, c'est une fille scientifique et du coup un garçon non scientifique. Est-ce que ces personnages vous ressemblent beaucoup? Eh ben oui, tout à fait. L'idée, c'est parti du personnage de Iris qui est climatologue, donc oui, ça me ressemble beaucoup, et qui va à la rencontre de 9 scientifiques du GIEC.
et j'ai créé un personnage fictif qui en fait représente un peu le lecteur à son stade de prise de conscience des connaissances en lien avec le dérèglement climatique. Et du coup, l'idée c'est que le lecteur puisse se reconnaître un peu dans ce personnage qu'on a appelé Xavier en hommage à notre collaboration avec le dessinateur Xavier, qui lui-même se reconnaissait dans ce personnage. Donc c'est un personnage, j'aime pas employer le terme de naïf, mais juste c'est un personnage qui va apprendre plein de choses, et le personnage de Iris est plus celle qui va l'accompagner, faire le pont entre Xavier et le monde de la recherche. Du coup, on sait que vous avez représenté du coup la BD sous forme du chemin du deuil pour chaque chapitre. Et est-ce que vous êtes passé par toutes ces étapes? Oui, c'est une des structures de la bande dessinée, c'est effectivement de suivre cette courbe théorique du deuil, qui, comme je disais, c'est une courbe qui décrit l'état émotionnel d'une personne suite à un choc. Personnellement, je suis passée par chacune de ces étapes et je passe régulièrement par chacune de ces étapes. Et c'est un schéma théorique, c'est pas il y a le changement climatique, puis on passe par le déni, puis la colère, etc. C'est plutôt on apprend quelque chose qui nous bouleverse et on peut passer plus ou moins fortement par chacune de ces étapes. Et l'idée, un des messages que je fais passer, c'est qu'une émotion est utile et que elle sert à avancer, à faire bouger les choses et d'en prendre conscience et se pardonner d'être dans cette émotion et de dire que c'est ok. Et aussi se dire qu'il y a des clés quand on est en éco-anxiété. Il y a des clés en fait pour passer outre et pour aller de l'avant et créer des solutions. Et moi, c'était très important de parler de ces émotions parce que je les ai vécues, mais aussi mes collègues les ont vécues. J'ai des collègues qui se partent 6 mois en arrêt de travail pour cause d'éco-anxiété. Il y a un mot pour ça, c'est la solastalgie. J'ai des collègues qui, quand ils voient des avions passer dans le ciel, ils ont des palpitations dans le cœur. En fait, on voit tous des avions passer dans le ciel, mais le truc, c'est que quand on travaille quotidiennement avec des résultats alarmants, en fait, on peut ne pas endormir la nuit, quoi. Et quand on voit que les politiques actuelles ont les documents du GIEC dans les mains, mais ne les lisent pas ou ne les considèrent pas, ça peut nous faire vivre des émotions très fortes. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ces émotions, en tout cas les aborder dans la BD, et montrer aussi que cette courbe du deuil, elle finit pas sur un état anxiogène, mais plutôt sur des émotions positives qui nous font avancer, qui nous mettent dans l'avant, qui sont dans l'action, quoi. Est-ce que raconter la science en images change la façon dont le public la comprend? C'est très challengeant de raconter la science en images. Notamment en science, on parle beaucoup d'incertitude, et sauf que dans l'esprit des gens, l'incertitude, ça veut dire parfois on entend ils sont incertains, alors que c'est tout l'inverse. On est très certain, on peut même quantifier nos incertitudes. Et quand on enlève les incertitudes des données, parfois ça change la donnée, ça aggrave le résultat ou l'amoindrit. Et donc ça, c'est vraiment très délicat. Il y a aussi quelque chose qui est délicat, c'est que les rapports du GIEC, c'est des courbes avec des figures un peu complexes parfois. Et donc là, avec Xavier le dessinateur, on a essayé de rendre accessibles ces courbes, de trouver des techniques pour à la fois qu'on les comprenne, qu'on les retienne et qu'on soit capable d'en reparler. Et ça, c'était vraiment très challengeant. Je sais pas si la BD change, c'est pas censé changer la perception, mais en tout cas, c'est l'outil BD, tout comme un outil théâtral ou de musique, ça touche aux émotions des gens. Personnellement, je pense qu'on retient mieux une information quand on est touché émotionnellement. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé cet outil et qu'il y a une histoire un peu fictive avec des personnages. Donc il est dit dans la BD que la part accordée au climat dans les médias n'est que de 1%. Et donc comment expliquez-vous cela et est-ce que ça suffit à expliquer l'indifférence des citoyens? Je suis pas très certaine, mais je crois que elle est de 1% de 2010 à 2019 ou quelque chose comme ça. 2026, j'ai pas le pourcentage exact, mais évidemment que ça joue sur les citoyens. Les médias ont un rôle très important dans la diffusion de l'information, dans la diffusion de la vraie information et de la fausse information, une grande responsabilité. Et je sais plus, il y a une étude, là je saurais pas vous citer ni le pourcentage ni le nom de l'étude, donc c'est pas terrible. Il y a une étude qui dit qu'il y a au-delà d'un certain seuil de la population qui sont au courant d'une information, il y a toute la population qui peut vraiment s'emparer de cette information. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est pour dire que si il y a que 1% de la population qui parle de dérèglement climatique, en fait il y a pas grand-chose qui va changer. S'il y a 45% de la population qui en parle tout le temps, en fait il peut y avoir un changement très 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 rapide. Donc 45 c'est beaucoup, mais je me souviens plus du seuil exact. Les médias ont un rôle important et malheureusement aujourd'hui on est face à quelque chose de terrifiant où il y a aussi de la fausse information, il y a aussi des médias qui font passer des messages de climato-scepticisme et du coup il y a une sorte de lutte aussi à travers ça.
Face à l'ampleur du problème et face à l'inaction de certains citoyens et élus dont vous parlez dans la BD, comment faites-vous pour ne pas désespérer? Je rencontre des jeunes lycéens et je discute avec eux. Je pense que là où j'avais le plus de mal et je désespérais, c'est quand je restais dans la recherche, parce que finalement, on reste dans une bulle fermée. Et c'est vrai que depuis que j'écris cet ouvrage, j'ai l'impression d'avoir plus d'échanges avec les gens. Et je suis pas en train de dire que mon action d'avoir écrit une BD est en train de sauver le monde, loin de là. Mais c'est juste que la sensation d'être dans des discussions collectives, je pense que ça fait vraiment du bien psychologiquement. Et c'est vraiment ce que j'encourage à faire. Et c'est aussi, ça crée des solutions. Et comme je disais, l'exemple d'avoir été dans ce lycée et que, en fait, suite à une conférence que j'ai faite sur le GIEC, dans ce lycée, les étudiants ont créé des actions locales au sein du lycée. Ça, ce sont des petites graines. Mais après, ces étudiants, peut-être qu'ils vont choisir un métier qui va faire des choses beaucoup plus grandes. Peut-être qu'il y a des médias qui vont parler de leur action et qui vont propager l'idée dans d'autres lycées. Et ça donne un peu de l'espoir. Vous dites qu'il est important de revoir la boussole que l'on suit dans le développement de notre société. À quoi, du coup, ressemblerait votre monde idéal? C'est une question pas évidente, mais en tout cas, peut-être que je peux revenir sur cette histoire d'inégalité socio-économique et d'injustice et d'équité. Je peux revenir sur le fait que dans ce monde idéal, on ait envie de se baser sur des données scientifiques et fiables pour générer des discussions et s'engager. En fait, il y a plein de valeurs derrière, mais là, je me sens un peu prise de court pour répondre à ça, parce que c'est très personnel comme question. Enfin, c'est pas tant personnel. Peut-être que je peux répondre de façon pas personnelle et dire le monde idéal, ce serait un des scénarios du GIEC les plus optimistes, et puis dans lequel t'enlèves en plus le capitalisme et le patriarcat et ouais, voilà. Peut-être que c'est ça. Donc merci beaucoup Iris d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à nos auditeurs ou un sujet dont vous aimeriez parler avant de finir? On finit la bande dessinée avec une phrase d'Albert Einstein qui dit « Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir ». Je me dis que c'est bien de finir là-dessus. Merci une nouvelle fois de votre participation. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, oui, en tout cas. Encore un grand merci à tous les élèves de seconde 5 qui se sont investis pour réaliser cette émission. Prenez soin de vous et prenez soin de la planète. Merci.